Vous écoutez une balado-diffusion du Centre canadien d'architecture. Pour plus d'informations au sujet de cette édition ou de tout autre programme du CCA, consultez le site cca.qc.ca. Mon argument, mon discours, il est essentiellement sur la diversité. Parce que c'est ce qui me touche le plus, et surtout c'est ce qui est le plus en péril. La question des modifications climatiques, celle de l'environnement qui touche tous les êtres, ma foi, on peut imaginer, même si ça nous met en danger, que les êtres de vie ont une capacité à se réinventer, à se reconfigurer, on pourrait presque dire, en fonction de ces modifications-là. Tant que nous n'altérons pas le moteur de la vie, c'est-à-dire tout ce qui permet les réinventions et les réajustements, et qui sont en gros la matrice biologique, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des substrats, a priori, les êtres devraient pouvoir continuer à se développer, et nous, qui sommes tributaires de cette diversité, nous devrions aussi pouvoir continuer à vivre. Mais évidemment, la façon dont nous y prenons, c'est-à-dire la façon de jardiner cette planète, elle est plus ou moins respectueuse de ce substrat, de ces ensembles-là qui permettent à cette diversité d'exister. Alors ce discours-là, bien, moi je l'ai d'une manière constante à travers les travaux que j'ai pu faire, mais la forme que ça prend est extrêmement différente en fonction, puisque moi j'ai beaucoup réalisé, en fonction des commandes, en fonction des lieux, des contextes qui quelquefois sont marqués par un programme singulier, par l'histoire dans certaines circonstances. Et donc j'ai divisé ça en cette petite projection en deux parties. L'une qui montre une variation de l'expression et de l'usage de cette diversité, les conditions de la mise en œuvre de cette diversité, du plus formel au moins formel, et la deuxième partie qui est plutôt une réflexion qui d'ailleurs est ici présentée dans l'exposition du CCA et qui porte le terme de tiers paysage. Je vais expliquer pourquoi. Alors, ça devrait être comme ça. Je montre rapidement quelques images de projets très différents et sur lesquels je ne pourrais pas m'étendre, mais qui illustrent ce principe de mise en œuvre toujours différent de cette diversité. Pour ici, par exemple, qui est un jardin face au château de Blois, et que nous sommes sur une dalle, ça a été des énormes travaux, on est sur un parking. Mon propos a été de remettre en place une diversité qui existait, en théorie du moins, dans les jardins les plus anciens, notamment dans les préaux, où on avait, les préaux médiévaux, des fleurs, des fruits et des légumes, tout ensemble entremêlés. Donc j'ai renoué avec un langage très formel de cette époque, mais j'ai introduit une diversité qui est plutôt contemporaine et qui est prise entre les éléments d'architecture végétale ici. On voit en particulier une galerie végétale en haut qui renoue avec le vocabulaire qu'on peut trouver dans les dessins d'Androuet du Cerceau et qui était à l'emplacement même, les jardins de Gaston d'Orléans, à l'emplacement même de ces jardins que j'ai dû refaire, mais évidemment avec une configuration urbaine très différente, on n'a jamais pu faire une copie. Un cas comme celui-ci, c'était un programme très particulier. On me demandait précisément de mettre en place une diversité, c'était une collection. Rien n'est plus difficile. Je me suis trouvé en face d'une abbaye classique qui a été brûlée au XVIIIe. C'est une abbaye cistercienne, reconstruite à cette époque-là. Et de ce fait, j'ai dessiné un espace devant qui reprend une ordonnance qui est celle de l'esprit classique, mais pour aboutir à un cloître végétal qui me sert d'index à la collection. Donc j'ai au fond introduit quelque chose de complexe, mais qui est pris dans une architecture extrêmement sobre et simplifiée, qui renvoie à l'architecture cistercienne à l'intérieur du cloître.
Et les collections, je les ai déportées très loin, finalement, du paysage central. Ça, c'est une diversité classique, j'allais dire. Quelque chose qui, au fond, a toujours existé dans les jardins. On accumule dans les jardins. Et on range plus ou moins. Voilà une des parties de cet index végétal. Il y avait tout un jeu de mise en place du genre Cornus. Les cornouillers sont des plantes qui résistent très bien au climat froid. On en trouve partout dans l'hémisphère nord. Et il y a une grande diversité. Alors par exemple, sur l'index ici en cloître, il y avait presque toutes les espèces du genre Cornus qui renvoyaient à des îles de collection. Mais j'avais aussi déjà là pris le soin d'introduire à la fois en diversité alors en plantée, mais aussi en diversité de maintenance, en diversification de la maintenance, un certain nombre de jardins, d'espèces maintenus autrement, tout à fait autrement, c'est-à-dire avec une certaine liberté. Les principes du jardin en mouvement existaient déjà, je les avais élaborés dans mon propre jardin quand j'ai fait celui-ci, et j'ai pu, avec les jardiniers de Valloires, nous sommes devant l'abbaye de Valloires, je crois que je l'ai dit, participer, enfin mettre en place un mode de gestion beaucoup plus libre. Enfin, ça restait encore très formel. Je ne sais pas si on peut mettre au point... C'est quand même avec le parc André Citroën que j'ai eu l'occasion de véritablement proposer au public une mise en œuvre et une gestion de cette diversité vue tout à fait autrement, avec la liberté même du jardin en mouvement, le jardin en mouvement étant un jardin où le jardinier suit les dynamiques qui sont données par les espèces sur le terrain. La philosophie de ce jardin, c'est faire avec le plus possible et contre le moins possible. Cela dit, le parc André Citroën est un parc grand pour une ville, devant accepter un très grand nombre de gens et qui a une architecture, une structure très très forte. Mais en contrepoint de celle-ci, qui est centrale, il y a toute une partie qui est jardinée très très différemment. Où précisément là, les espèces sont d'abord entremêlées, où la diversité herbacée est valorisée sous nos climats. C'est parmi cette strate-là, la strate du monde herbacé, que se situe le plus grand nombre des espèces, et non pas dans les strates ligneuses. Et donc, le jardinier qu'on voit ici en train d'œuvrer est celui qui détermine dans ce jardin-là les formes. C'est donc une sorte de concepteur ou artiste, puisqu'il intervient directement sur la matière qui a été mise en place et qui apparaît à la saison du printemps ici. En fonction de son choix et de son regard, il décide de ce qu'il va enlever et de ce qu'il va laisser. Là, il doit avoir un discernement d'ordre de la connaissance, scientifique si on veut, mais enfin, ce n'est pas forcément très compliqué. Et puis, un autre discernement qui est d'ordre plastique, puisqu'il doit avoir un jugement sur les rapports entre les vides et les pleins. Et c'est tout son travail qui donne ces formes, qui elles-mêmes se modifient dans le temps en fonction des déplacements de ces espèces sur le terrain. On a vu des plantes annuelles, des pavots tout à l'heure, là maintenant ce sont des innules, et des plantes qui elles se pérennisent un peu mieux, mais qui quand même vagabondent, et c'est ce déplacement-là que le jardinier suit. Donc ce sont des énergies existantes qu'il respecte, et dont il se sert, en infléchissant très légèrement ces dynamiques. Bon, on sait que c'est un jardin qui est aussi est très construit, avec une part donnée au cadre d'eau très forte, et en particulier de ce péristyle d'eau qui a été recopié maintes et maintes fois. Il y a partout un jeu de l'eau qui est très fort, mais il construit avec l'architecture le cadre, et c'est dans l'épaisseur du cadre que se situe l'ensemble de ces jardins, dont le jardin en mouvement. Mais en plus de ce jardin-là, étant donné la nouveauté à l'époque, c'était en 85 le concours, l'inauguration en 92, ça finit par être ancien tout ça, eh bien il fallait proposer aussi tout à fait autre chose qui était plus rassurant et à une autre échelle également, qui fait qu'entre les rampes architecturales que vous avez vues, il y a toute une série de jardins beaucoup plus sophistiqués, mais aussi beaucoup plus traditionnels de jardinage, et qu'on a appelé les jardins sériels. Voilà, j'en montre un exemple, ça c'est le jardin bleu, mais il y en a d'autres comme cela, le jardin orange ou d'autres.
Donc je ne m'étends pas sur ce parc qui est très connu maintenant, simplement je signalais que ça a été la première occasion qui m'a été donnée de proposer au public quelque chose qui était une réflexion engagée sur mon propre jardin et où la diversité était montrée avec un type de maintenance complètement nouveau. C'est donc le jardin en mouvement. Tout récemment, il y a une échelle vraiment beaucoup plus réduite. Alors cette fois-ci, c'est le plus petit jardin que j'ai fait, je crois, pour la DRAC de la Réunion, donc on est sous les tropiques. J'ai proposé une fontaine d'herbe. C'est un espace où on ne pouvait pas faire grand-chose. C'était vraiment trop réduit. Et c'était le but de ce travail est de valoriser une plante qui est plus que mineure, sur laquelle on marche. Une plante finalement banale, qui quand même s'appelle Pogonotherum paniceum. Elle a un vrai nom, long et compliqué, mais en fait, évidemment, on n'y prête pas attention. J'ai fait ça parce que c'est une plante commode de culture, mais elle vit là-bas sous ce climat très facilement. On peut la tailler en surface et aujourd'hui, on intervient dessus, c'est une toute petite mainmise, en faisant des vagues. Il n'y a pas d'eau, c'est l'herbe qui joue ce rôle de fluidité. Et le dessin, qui est en fait une sculpture finalement, il a sa justification parce que l'une des commandes qui m'a été faite, c'était il faut qu'on puisse utiliser la totalité de la surface. On m'avait même demandé si on ne pouvait pas mettre 4 voitures, enfin des choses insensées, que évidemment j'ai éliminé en disant on fait un jardin ou pas. Mais tout de même, au milieu, j'ai fait la proposition que l'on pourrait recouvrir cette fontaine d'herbe d'un platelage, et il y a en effet des morceaux de platelage de bois réglés à 80 cm qui se calent sur les piliers. Et tout est en basalte. Là, j'ai eu, heureusement, un très bon tailleur de pierre qui a exécuté ce dessin que j'avais fait, et on peut recouvrir ça d'un plancher continu. Alors dessous, il y a des éclairages qui sont sous la margelle, c'est du basalte. On est sur une île volcanique, donc c'est vraiment l'exploitation même du matériau local. Le plus difficile dans ce projet-là, curieusement, ça a été de réaliser le sol stabilisé de la couleur que vous voyez, un peu trop rouge d'ailleurs, mais on n'avait aucun autre moyen de le faire, parce qu'ils ne savent pas le faire là-bas. Donc voilà un jardin d'une autre configuration, et je montre des plantes de ce jardin tropical. C'est un pénicetum pourpre qui allie les couleurs des bâtiments et du sol, et qui ne demande pas de jardinage particulier. Presque aucune des plantes posées là demande une intervention, si ce n'est d'enlever un peu. D'ailleurs, pour ceux qui jardinent, vous le savez sans doute, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on enlève beaucoup plus qu'on ne met dans un jardin. Et sous les tropiques, c'est vraiment le cas. Cet exemple-là va plus dans le sens d'une pensée sur le jardin planétaire. Quand on m'a demandé de travailler sur Vulcania, qui est un bizarre centre de vulcanologie, enfin d'études, musée du volcan, près de Clermont-Ferrand, me suis trouvé en face d'un basalte et j'ai cherché dans le monde quelles étaient les plantes qui pourraient vivre dans une roche vraiment pure, sans sol. On a sculpté ces plateformes pour arriver à descendre dans le bâtiment, mais il n'y avait pas de sol au sens pédologique du terme, et qui vivraient aussi ces plantes à 18 degrés en permanence toute l'année, dans un climat extérieur où il peut faire moins 10, moins 15, et même plus que ça l'hiver, puisqu'on est à 900 mètres d'altitude. Alors j'ai j'ai choisi, excusez-moi, des plantes qui, à mon avis, pouvaient vivre dans ces conditions, qui sont des fougères arborescentes que j'avais vues en Nouvelle-Zélande, qui sont assez connues, des Dixonia et des Cyathea. Donc je suis allé les choisir, et nous les avons acclimatés à Orléans, puis transportés à Clermont-Ferrand. Alors ça, c'est après la mise en place. Ces plantes, nous avons d'abord complètement coupé les frondes, installées, puis elles ont repoussé. Vous voyez donc une photo au bout d'un certain temps. Ça a été une opération de sauvetage d'une forêt de fougères pourtant protégée par les listes, elle est dans les listes de la Convention de Washington, mais elle était promise à la destruction parce que ces plantes-là poussent sous des couverts forestiers. En Nouvelle-Zélande, là nous sommes donc dans la réalisation de Vulcania. On a seulement rajouté
de la brumisation. Hein. Ça c'est pour Philippe. Philippe, voilà. On a mis un peu de brume pour être à 80% d'humidité parce que les Dixoniens en ont vraiment besoin. Voilà. Mais on est allé les chercher là, vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi les Néo-Zélandais nous ont affublés de casques, on risquait rien dans cette forêt. Hein. Enfin, on est allé les choisir. Et les grands troncs, ce sont des Pinus radiata, c'est du pin californien qu'on exploite partout dans le monde. Quand ils exploitent, vous verrez tout à l'heure une autre photo dans la deuxième partie de l'exposé sur l'exploitation de Vassivière en Limousin, c'est pareil. Là-bas aussi, on rase tout, il ne reste rien du tout, on voit la terre, je veux dire, c'est radical. Et donc, les fougères qui ont poussé dessous pendant 50 années, et qui sont des plantes précieuses, disparaissent, broyées en quelque sorte. Alors, nous avons fait du sauvetage, il y a un pépiniériste qui s'est spécialisé là-dedans, et on ne paye finalement que le transport et sa main-d'œuvre, on n'achète pas la plante puisqu'on la sauve. Voilà. Alors, cet exemple-là, je saute, hein, je demande pardon, hein, on ne peut pas rentrer dans chaque projet, ce serait beaucoup trop long, mais celui-ci est orienté sur une spécialisation du comportement pour une diversité répartie dans le monde sous les climats méditerranéens. Et ça, c'est pour rappeler un biome méditerranéen, c'est un jardin du Conservatoire du littoral situé dans le sud de la France. Et tout est orienté sur le feu, car toutes ces plantes-là ont besoin du feu pour se régénérer d'une façon ou d'une autre. La plupart du temps, c'est la levée de dormance des graines de ces plantes qui est nécessaire par des chocs thermiques, quelquefois des chocs chimiques par la fumée. Presque toutes les Restoniacées sud-africaines, là nous sommes en Afrique du Sud, se régénèrent grâce à ça. Donc ce jardin particulier du domaine du Rayol, lui, il est véritablement un travail sur la diversité avec un rapport à un comportement unique qui est celui de la réaction et de l'invention de la vie avec le feu. Il y a d'ailleurs là toute une possibilité d'illustrer correctement la théorie du transformisme de Lamarck dans le processus de l'évolution, car ces plantes probablement n'auraient jamais évolué, ne seraient jamais arrivées à ce stade incroyable de relation au traumatisme du feu s'il n'y avait pas eu une transformation progressive due justement au choc. Ça, c'est typiquement lamarckien. Ce qu'on voit là, ce sont les fire lilies qui ne viennent que lorsqu'il y a eu des incendies, mais il y a énormément d'exemples comme ça, donc je ne reviens pas dessus, c'est juste pour faire un tour d'horizon, si vous voulez, sur cette question de la diversité avant d'arriver au tiers paysage. Et ça, ce sont les black boys, les fameux black boys australiens. Alors, les autres étaient des plantes sud-africaines, et ça, c'est australien. Enfin, pour finir sur cette première partie, je montre que ce qui est le plus décisif dans mon travail, c'est le lieu expérimental, qui est celui où je travaille constamment, finalement, qui est mon jardin. Je me suis immergé, comme vous le voyez, là, avec cette maison, et dans un endroit qui était très sauvage et que j'ai essayé de garder avec cette diversité naturelle, mais j'y ai rajouté des choses et des plantes qui pouvaient y vivre. Donc on voit un peu, d'une façon résumée, comment s'organise à la fois avec une certaine mainmise sur les plantes. Vous voyez, là, il y a un travail formel, hein, qui est celui de la taille, mais aussi quelque chose de beaucoup plus libre. J'ai travaillé sur les textures, sur l'apparition des bulbes, sur et toutes ces choses qui procurent un étonnement, mais aussi, et ça a été très important, complètement décisif dans ma manière de faire, ça a été l'interprétation de ce qui était de l'ordre de l'accident, qui m'intéresse beaucoup. Voilà un pommier couché, alors il s'est couché, j'ai gardé, puis il s'est redressé, il a réitéré, comme on dit, et tout autour, ça m'a amené à introduire un mode de gestion nouveau, et ça a été le début, une des causes du début du jardin en mouvement. J'ai fini par faire des sculptures d'herbes, si on peut dire. Voilà une des plantes vagabondes qui participent à ce jardin en mouvement et je la montre cette photo parce qu'elle est fondamentale de mon point de vue, parce que vous voyez, cette plante-là ne peut ne peut germer que si elle trouve un terrain un peu dégagé. Or, on voit les petits dégagements. Ce sont des anciennes taupinières dans lesquelles j'ai donné un coup de pied. Alors ça fait un peu de petit labour, la taupe est le petit laboureur,
et ces graines peuvent germer. Et pratiquement, ces plantes vagabondes, ce sont des bisannuelles, elles meurent après avoir fait les graines, se déplacent au gré du travail des taupes, les taupes participant au jardinage des jardins en mouvement. C'est pour indiquer que pratiquement tous les animaux, y compris ceux que l'on estime être les plus nuisibles, ont un sens, ont quelque chose à voir avec la réalité, l'existence de cette diversité, et que nous devons y prendre beaucoup garde. Ensuite, il y a eu le déplacement des grandes berges du Caucase. Alors ça a été fondamental aussi. Tout a joué dans cette histoire. Plantes complètement décriées, peste végétale, enfin là, il y a beaucoup à dire. Ça n'est évidemment pas mon avis. C'est grâce à elle que je dois presque tout. Donc je la remercie. Heracleum mantegasianum, ça c'est son nom. Elle vient du Caucase, mais elle est un peu partout en Europe. Et bien sûr, je favorise ces vagabondages. C'est une plante américaine qui vient ici, toutes les énothères d'ailleurs. Celle-ci, c'est Biennis, il y en a une autre qui s'appelle Erythrocephala, et puis la Markiana. Et elle se combine avec des aspects plus formels de ce jardin, évidemment. Mais ces plantes peuvent arriver dans des espaces très formalisés aussi, puisqu'il y a des carrés dans le jardin potager. Enfin bon, quand j'ai le temps de m'en occuper, sinon c'est les fleurs qui viennent. Ce sont des marguerites et des digitales extrêmement rapides dans leur mode de conquête du terrain nu. Alors voilà un petit résumé de ce jardin qui donne quand même une idée de quelque chose qui est foisonnant, qui est évidemment s'exprime avec beaucoup de diversité, et où on voit qu'il y a une petite mainmise, bien sûr, du jardinier, mais plus que tout, on se rend compte, et j'aime bien cette photo-là, qu'on est dans une situation d'immersion. On n'est plus vraiment dans la domination totale, c'est tout à fait en écho à l'avènement écologiste qui bouleverse notre rapport au monde, qui ne nous situe plus, nous, êtres humains, comme des gens qui coiffent la totalité de ce monde, ou le dominant, ou comme des êtres au milieu de ce monde, comme si tout était tourné vers nous, mais simplement immergés dedans et presque en équivalent. Le sujet qui est exposé ici dans la galerie au CCA s'appelle le tiers paysage. Le tiers paysage résulte, ce terme-là, d'une analyse paysagère, principalement une série de photos qui m'avaient été commandées par le Centre d'art et du paysage de Vassiville en Limousin, dont parlait tout à l'heure Philippe. On voit sur cette image-là quelque chose qui est assez caractéristique de l'ensemble de ce territoire, puisque l'analyse portait sur une douzaine de communes, donc c'est très grand, une masse forestière assez considérable et qui est presque en équivalence avec la masse lumineuse des prairies. Les deux, quand on s'en rapproche, et c'est ça qui a été mon étonnement, sont des lieux gérés complètement. L'une, la forêt, est le territoire de l'ingénieur forestier, l'autre, les pâtures, sont le territoire de l'ingénieur agronome, et la diversité en est exclue de ces lieux-là. Donc la première partie, tout à l'heure je vous montrais comment il y avait une mise en œuvre à travers les jardins. Ici c'est juste où se trouve-t-elle finalement à l'état spontané, étant donné que de mon point de vue, elle représente quelque chose qui est de l'ordre du futur, au moins du point de vue du patrimoine génétique. Donc je la cherchais. Et je ne l'ai trouvée que dans des endroits résiduels. Par exemple ici, le long de la rive, ce qu'on appelle une ripicile, c'était plutôt des lieux abandonnés alors que tout le reste était géré. Et c'est là que je trouvais les espèces. Voilà l'état de la forêt gérée. On aurait pu prendre la même photo en Nouvelle-Zélande, c'est donné à peu près ça. Bien entendu, ça fait des terrains nus qui peuvent accueillir une certaine diversité qu'on appelle de pionnières, ou de rudérales, de plantes à cycle court. Mais enfin, en général, c'est très très appauvri par la maintenance qui est assez radicale. Cela dit, les forestiers aujourd'hui ont changé de système, et surtout à partir de la tempête d'ailleurs très importante qui a sévi en France en l'an 2000, et maintenant ils sont beaucoup plus circonspects sur la monoculture et se lancent plutôt dans les régénérescences spontanées et la polyculture. Bon, ensuite, dans ce lieu de Vassivière, il y a toute une série de terrains humides, des tourbières notamment, et des plans d'eau,
qui accueillent une remarquable diversité. Ces lieux-là sont des lieux qui, depuis toujours ou presque, n'ont jamais été touchés et ils sont encore en très bon état. Mais je trouvais aussi une extraordinaire diversité dans des lieux tout petits, des linéaments, des choses très confinées, étroites, vous voyez comme ici un bord de route entre l'asphalte où rien ne pousse et puis de l'autre côté de la haie, la culture où rien ne pousse non plus parce qu'on a chassé cette diversité de cet endroit-là. Il y a un lieu, un refuge très petit et où on peut trouver, en particulier, là ce sont des antriscus, mais il y a des époques où on voit des orchidées, où on voit d'autres plantes. Or, une orchidée, pour arriver à fleurir, l'orchidée terrestre, en France, il lui faut 7 ans pour qu'elle fasse sa première fleur à partir de la fausse graine qui est... Bon. C'est donc que pendant ces années-là, il ne faut pas qu'on le traumatise, cet endroit qui est le bord de la route. Ici, c'est une photo, c'est valable dans le monde entier, qui est prise près du Lesotho, en Afrique du Sud, où les cosmos, qui sont par ailleurs des plantes originaires du Mexique, se sont naturalisées et se répandent le long des axes. C'est presque toujours le long des axes routiers et ferroviaires qu'on trouve le plus grand nombre de ces diversités, mais sur des surfaces souvent très petites, qui sont le bord de la route. Ça, c'est une photo prise en Arménie, un endroit magnifique autour du lac Sevan, où on m'avait posé la question de savoir comment on allait faire pour nettoyer cette voie ferrée. J'ai dit ça, alors là, il faut peut-être au contraire la considérer plutôt comme un jardin. Elle est très peu utilisée, il y a une mine d'or au bout, et bon, et en effet, c'est un jardin. J'ai un projet d'aller récolter ces plantes dont une partie semblerait avoir réchappé aux glaciations, alors que dans toute la partie ouest de l'Europe, il y a une sélection féroce due aux dernières glaciations, qui fait que notre flore herbacée est beaucoup moins riche que celle du Caucase. Et ça, je la montre, elle n'est pas bonne, cette photo, mais pour moi, elle est importante parce que c'est le crépuscule et arrive un train en Gaspésie, près de Métis. Et là, vous voyez les dernières fleurs de l'épilobe en épi, qui est une vagabonde, mais enfin qui accompagne presque toujours les bords de route, et qui est une cosmopolite aujourd'hui. Donc nous sommes bien au Canada. Et cette photo-là, parce que c'est aujourd'hui justement une réserve, alors que c'était un terrain abandonné. Et il se trouve que la ville de Buenos Aires, que vous voyez dans le fond, avait prévu à un moment donné de s'accroître vers le Rio de la Plata dans une espèce d'étendue facile à gagner en y mettant des remblais. Et puis le projet, faute d'argent et pour des raisons aussi politiques, a été abandonné et en définitive, ça s'est boisé, ça s'est végétalisé tout seul. Et aujourd'hui, c'est la réserve écologique de Buenos Aires. C'est-à-dire que c'est devenu un lieu si intéressant du point de vue de la diversité qu'on a dit alors ça on n'y touche plus. Et maintenant c'est un parc. Mais c'est un parc écologique. Le gestionnaire de ces lieux-là, qui sont en général des délaissés, donc, en tout cas dans une première partie de la réflexion, les lieux d'accueil à cette diversité sont souvent des délaissés. Bon, quelquefois ici ce n'est pas à proprement parler un délaissé, mais il y a des laisses. C'est-à-dire que l'animal, le gestionnaire ici c'est le cheval, n'aime pas la menthe, donc il fait un jardin de menthe. Et les herbivores participent du maintien de la diversité partout sur la planète. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aurait rien comme intervention, il y en a parfois, et parfois ce sont des interventions animales. Pour donner un autre exemple étrange, et qui parle aussi du brassage planétaire, cette plante-là, qui est l'arum Xanthetesia aethiopica originaire d'Afrique, se trouve en Nouvelle-Zélande, mais les vaches ne l'aiment pas, c'est poison. C'est vrai. Donc elles le savent, et ça fait un jardin d'arômes, qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande, à dire vrai, bien que ce soit une plante africaine. Alors voilà, alors là, pour nous, tout est suspendu à la science de celui qui conduit, pour à la fois déterminer, savoir, reconnaître qu'est-ce qui se passe sur les bas-côtés et intervenir aussi en fonction des saisons au moment où ça n'est pas dramatique. En France, malheureusement, ce sont des concessionnaires, ce ne sont plus des cantonniers, mais il faudrait, voilà, créer le poste qui serait celui de cantonnier paysagiste, quelqu'un qui, même avec des machines, interviendrait quand il faut et comme il faut. Justement pour préserver cette diversité dont je dis bien
réfugiés dans ces lieux qui sont ceux du tiers paysage, des délaissés éventuellement urbains d'ailleurs, hein, pas forcément ruraux, qu'il s'agit des lieux de l'accueil du patrimoine du futur, et donc nous avons tout intérêt, puisque nous sommes tributaires, nous, de cette diversité-là, d'en prendre le plus grand soin. Alors il faut additionner aux délaissés les réserves, c'est-à-dire des lieux où finalement on n'a jamais rien fait. Ça, c'est une image d'une mangrove au Gabon, mais on pourrait en parler parler de bien de toutes les réserves du monde. Ce sont des lieux sous haute surveillance, plus ou moins d'ailleurs attaqués par les bords, hein, malgré tout. Mais il y en a encore qui sont très étonnamment préservés. Par exemple ici, c'est une réserve en Tasmanie où il est cartographié sur un territoire inconnu. C'est qu'il y a encore dans le monde un lieu blanc, comme ça. Bon, les satellites pourront nous montrer des images là-dessus, je suis sûr, bien sûr que. Mais enfin, on n'y va pas beaucoup à pied, sauf un petit chemin fabriqué comme celui-ci qui dit des choses très importantes, sans mots. Vous voyez, un arbre couché est aussi important qu'un arbre debout, par exemple. Et la diversité de la mousse, parce qu'il y a aussi ça, est importante, alors on la préserve. Le seul projet que j'ai eu l'occasion de traiter et qui met en œuvre le tiers paysage est celui du parc Matisse à Lille, et il est montré aussi dans l'exposition ici. Il s'agit d'une ancienne colline qui était le résultat du gravat de l'excavation de la gare TGV, et j'ai profité de ce volume de terre pour en conserver la partie centrale, qui est à peu près à 7,50 mètres de haut, en creusant une forme, qui est une forme d'une île d'ailleurs, qui existe dans le monde et qui s'appelle l'île Antipode, qui est aux antipodes de la ville de Lille. C'est du béton coulé dans cette colline, et ensuite on a enlevé la paroi extérieure, ce qu'on appelle des parois moulées, on a enlevé la terre sur les parties extérieures de ce béton, et ça donne cet aspect que vous voyez là, c'est-à-dire un béton très irrégulier, qui est dû aux irrégularités de la terre même, avec des inclusions qui sont souvent, comme un palimpseste ici, la lecture d'une histoire, parce qu'il y avait des briques Vauban là-dedans, car il y avait des fortifications à cet endroit-là, et lorsqu'ils ont fait les travaux, ils ont tout chamboulé. Donc on peut lire des tas de choses intéressantes dans cette paroi verticale. Le but est de poser, comme sur un socle inatteignable à 7 mètres de haut, un espace en plateforme de 3500 mètres carrés dans un parc qui fait 8 hectares, lui, autorisé au public, mais là, inatteignable, proposer quelque chose à la seule nature. Et donc, c'est elle qui fabrique un jardin en haut. C'est un emblème, évidemment. Il s'agit de quelque chose qui est scientifiquement étudié, mais qui renvoie à la manière la plus économique de gérer l'espace tout en bas, comme ici, qui est un talus en gestion différenciée. La partie tondue est une partie où on peut aussi bien jouer au foot, d'ailleurs, mais par contre, tout ce qui n'est pas à cet usage-là le plus commun est maintenu avec un souci de cette diversité. Ça donne donc un aspect mixte, tenu et sauvage. Ça, c'est donc le parc Matisse. Et alors, dans la partie commune exploitable par tout le monde, enfin pénétrable et autorisée, si je puis dire, alors il y a des jardins qui sont des sortes de clairières dans le boisement, et certaines expriment bien l'idée que c'est dû les arbres ne sont pas là parce qu'ils sont tombés. Ça, c'est le chablis, qui est une sorte de jeu pour enfants. Ça peut aussi être la lande, comme ici. Les arbres ne poussent pas sur les cailloux, il n'y a pas sur les sols squelettiques. Et il y en a un autre qui est aquatique. La quatrième clairière, on n'a pas pu la faire, il y a un McDo à la place. Ça a payé le parc, je crois. Alors ça, cette expérience est fondamentale, et elle est montrée aussi ici, dans l'exposition. Rapidement, j'en donne les grandes lignes. Il s'agit d'un champ que j'ai pu acquérir, moi, je m'en occupe, très peu d'ailleurs, depuis 11 ans. Donc c'est une expérience qui dure, je sais quand elle a commencé, il y a 11 ans, je ne sais pas du tout quand elle finira. J'ai pris ce territoire avec la graminée que vous voyez là, un dactyle, donc une seule espèce. Je l'ai retourné en le labourant pour l'ensemencer afin de créer une diversité. Je passe des étapes parce que ce serait trop long. Vous voyez ici un stade après 2 ans. Pendant de nombreuses années, il y a eu ce nombre d'espèces-là. Alors on les évoque dans l'exposition. Elles ont disparu pour la plupart, notamment les phacélies, les digitales sont beaucoup moins nombreuses, les résédas n'existent plus, les plantes pionnières annuelles, c'est normal, ont disparu. Les autres se sont installées,
Mais il y a aussi des tas de plantes qui sont arrivées par le vent et les oiseaux, que je n'avais pas prévu. Et donc aujourd'hui, par rapport aux 40 espèces semées, une cinquantaine en réalité qui sont en présence, et c'est donc très très différent de l'aspect du début, où il n'y avait pratiquement que le dactyle. Donc ça c'est un stade estival où on voit surtout des molènes et des aquilées, mais ça peut changer de couleur et devenir bleu avec les véroniques en épi, c'est très variable. Mais enfin cette diversité, elle n'est pas que végétale, bien sûr. Il est arrivé un nombre très important d'insectes. Je surveille mes chenilles. Celle-ci, celle de Thyria jacobae, donne un très joli petit papillon qui est rouge et noir et qui limite, la chenille, elle, limite la population de Senson de Jacob, qui sinon serait certainement trop proliférante, et ainsi de suite. Hein. Celui-ci, qui est un Hespéris, apparaît comme un vrai bio-indicateur. Il est fragile, sa chenille vit sur des graminées, mais enfin il est quand même un papillon qu'on ne voit pas forcément dès qu'il y a un pesticide. Or, à mon sens, si on voulait avoir une lecture très indicative sur l'état de santé du territoire sur lequel on se trouve, on aurait intérêt à se servir des insectes comme bio-indicateurs, parce qu'ils sont très fragiles. Et quand on voit un hespéride, on peut imaginer que l'état est à peu près équilibré, à peu près sain, qu'il y a un rapport de prédation qui est normal et une diversité qui est grande. Et bon, ils sont arrivés plein d'autres animaux, dont cet argiope que j'aime bien, qui n'existait pas avant. Ça, c'est la femelle. Le mâle est tout petit et pas très intéressant. Enfin, c'est pas toujours comme ça dans le monde animal. Voilà, puis ça c'est une plateforme qui est faite de rondins de traverses de chemin de fer, et avec un dossier, il y a quelque chose pour s'abriter du soleil et de la pluie, mais surtout le soleil, parce que là c'est un observatoire, on peut y dormir. J'y dors l'été, de façon à avoir des observations le matin et le soir. Ce sont des moments où il n'y a pas forcément énormément d'insectes, mais il y a d'autres animaux qu'on peut observer. Mais simplement, c'est devenu un observatoire entomologique, c'est-à-dire que la diversité dont je parlais à travers les espèces végétales, elle est aujourd'hui, bien sûr, je ne l'ai pas mise de côté, mais c'est simplement que je pense que dans mon travail, c'est transféré vers une observation de la diversité entomologique et générale, diversité animale et aussi des comportements. Alors ça, c'est ce que j'appelle le radeau des champs. C'est pas vraiment un radeau mobile, mais ça fait référence au radeau des cimes, qui est une expédition scientifique qui a lieu sur les canopées tropicales, à laquelle j'ai participé. Alors c'est plus modeste évidemment. Pour terminer, je montre une série de préoccupations qui sont donc au fond ces images se réfèrent à des champs d'investigation qui alimentent simplement mon travail. Ce sont des sources de curiosité, si vous voulez. Je me suis toujours intéressé aux portes. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur les portes. Et celle-ci est une porte magnifique, mais c'est un des rares passages d'accès à un temple en descendant. D'habitude, on monte au temple en montant. Et donc, tous ces passages qui sont initiatiques, les portes, ça n'est jamais que ça. C'est vraiment, sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais pour nous, qui sommes dans un espace extérieur, nous avons toujours, à un moment donné, à franchir quelque chose vers l'intérieur, ou bien dans l'extérieur, par la compartimentation, franchir un espace à l'autre. C'est le cas ici, c'est le temple du Gunung Kawi à Tampak Siring à Bali, une des portes les plus étonnantes qui m'était donné de rencontrer. Alors comme Philippe, je m'intéresse à la météorologie. Celle-ci évidemment est planétaire, puisque vous le savez, quand on vous donne la météo ici, à Montréal, eh bien, on commence par vous montrer quelque chose qui est presque de l'ordre de la planète. On ne peut pas cantonner notre météo de jardinier à une pièce, et on ne peut pas non plus la maîtriser. C'est vraiment l'un des grands arguments du discours de la théorie du chaos. C'est aussi, ça fait partie de ces champs d'investigation où on admet un seuil d'imprédictibilité, ce qui est très rare de la part des scientifiques. C'est presque une révolution dans la pensée scientifique. Et bien nous voilà en face de quelque chose qui était plus ou moins prévu, peut-être pas. C'est un orage au-dessus de la Loire. Alors j'ai écrit aussi un livre sur les nuages. Enfin, je ne vous raconte pas, vous n'êtes pas... Non, mais c'est juste pour informer. Voilà, c'est parce que ça m'intéresse. Ça, c'est une image du radeau des cimes qui était un peu avachi. Il a changé maintenant.
Celui-ci, il était presque crevé, il avait des rustines partout. C'était la dernière de ses missions. Aujourd'hui, il a plutôt une forme de bretzel. J'ai été invité à participer à cette mission-là, qui était une mission au Gabon. Et je me suis particulièrement intéressé à la mission entomologique parce que j'ai travaillé à plusieurs reprises en entomologie. Et donc, je faisais des chasses de nuit avec des récoltes particulières sur certaines familles de saturnides. Mais ce qui évidemment me trouble, c'est ce que, la plupart du temps, on ne prévoit pas. Presque toujours, le jardin est quelque chose qui propose des événements qu'on n'a absolument jamais prévus, mais aussi toute une organisation dans le paysage où l'homme intervient, ou peut-être n'intervient pas, mais où quelque chose se passe. Et c'est ces choses-là que je collecte partout où je passe. Alors, pour donner un exemple, voilà une rizière qui, à une certaine époque de l'année, nous sommes à Bali aussi, est transformée en une espèce de paysage de land art, que même un land artiste n'aurait pas imaginé, et qui est juste une série comment ça s'appelle pour chasser d'épouvantail, on pourrait dire, oui, comment les balinais traduisent l'idée de l'épouvantail. Il s'agit de petites choses qui scintillent, c'est du plastique qu'on a découpé tout simplement, hein, étendu sur des fils pour effrayer les burung padi, qui sont des petits oiseaux très légers et qui se mettent sur les grains de riz. Ça, c'est moins volontaire, mais c'est intéressant parce que ces paysages, c'est un paysage marocain, qui, quand je l'ai connu au début, était plutôt scintillant comme sur la photo précédente, parce que ça se prend dans des règles et dans des choses de scrub, vous voyez des épineux comme ça, et ça brille. Après c'est devenu blanc, parce qu'ils ont changé de plastique, et puis après c'est devenu noir et blanc, et puis maintenant c'est noir, enfin ça dépend des industriels. Mais, donc ils sont capables, si vous voulez, de transformer un paysage d'une manière très forte. Hein. Aujourd'hui, on a travaillé avec un professeur d'art plastique sur la possibilité de récupérer et de faire travailler des enfants sur la récupération de ces plastiques-là. C'est évidemment un problème, mais enfin, du point de vue de la fabrication du paysage, ça n'est pas rien. Ça, par exemple, c'est malheureusement une œuvre qui n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, on y a construit je ne sais quel bâtiment nouveau, c'est sur la ZAC Rive-Gauche à Paris. Et là, enfin, un ferronnier aurait du mal à fabriquer ça. Ça a été, voilà. Donc l'accident m'intéresse dans l'avènement, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Mais là, ici, cette mâchoire était prévue pour dissuader quelqu'un ou quelque chose, et c'est finalement l'arbre qui la mange. Donc c'est ce qui est déjoué qui m'intéresse. Ça, c'est quelque chose de récent. C'est à l'île de la Réunion, ce filao, je l'ai vu avec son niveau de sable au collet, c'est-à-dire aux racines, et quelques jours après la tempête, eh bien, il était encore debout, mais il n'avait plus du tout de sable, alors on pouvait voir l'appareil racinaire. Ça, c'est un fait très rare. Alors, je l'ai photographié de tout autour. On voit aussi comment le plateau est une chose qui fait vivre et qui a besoin de respirer, c'est vraiment un niveau aérien presque, on est à fleur ici, et comment tout ça s'ancre d'une façon verticale et brutale, probablement va très profondément, parce que ces sables sont évidemment des sols mouvants. Et puis bon, il y a comme ça toutes sortes de choses qui me fascinent. Par exemple, ici, on est dans la cité interdite. Je ne pouvais pas imaginer qu'une dame viendrait avec un manteau de la couleur du mur. Mais c'est quand même rare. C'est fascinant. Bien ici, ça j'aime beaucoup cette photo parce que encore aujourd'hui elle me laisse étonné. Je suis aussi étonné que la dame. C'est dans le jardin de Pamplemousse. Etc. Alors, des situations tout à fait imprévisibles, vous voyez les arganiers du Maroc, ça n'est presque plus un paysage d'arbres, c'est un présentoir à chèvres, on ne sait pas trop.
Mais il n'empêche que les chèvres jouent un rôle très important dans l'écologie de ce paysage, puisque bien que l'on les accuse de ne pas d'empêcher la régénérescence puisqu'elles mangent tout, en réalité on s'est aperçu que par leur déjection, elles propageaient les graines aussi, et comme ça arrive souvent, elles pouvaient enlever le péricarpe et faire lever la dormance de ces graines. Donc il y a une écologie étroite, c'est pas hasardeux si vous voulez, mais c'est étrange. Voilà. Et ça, c'est le tombeau des rois à Luxor. Je vous le dis parce que c'est pas évident, mais c'est aussi une configuration surprenante. Et donc, ce sont ces choses qui m'étonnent et qui m'intéressent, et c'est pourquoi cette diversité apparaît aussi à travers les comportements et les situations complètement imprévisibles, mais bien sûr, dans un jardin, les plantes jouent ce rôle et font pareil. Il y a des endroits, par exemple, où on met des bulbes et on les oublie. Et quand ils apparaissent et qu'ils fleurissent, c'est une très grande surprise. Puis il y a en plus toutes les plantes qu'on n'avait pas prévues. Alors cette dernière image, elle montre, c'est une sorte de résumé sur la question de la diversité. Il y a ici, on le voit dans le fond, quelque chose d'assez monotone, c'est une forêt qui est gérée, et bon, où il y a un nombre d'espèces X, mais qui n'est pas très très grand. Il y a sur le bord de la route, comme je le montrais, évidemment cette photo ne l'indique pas tout à fait, mais vous l'avez vu précédemment, une grande diversité. C'est un petit fragment du tiers paysage. Et puis il y a les cultures, et alors au milieu, une friche. Et là, bien sûr, c'est un délaissé important, celui-ci. On voit tout de suite la diversité, c'est-à-dire qu'elle est visible à l'œil nu, et même de loin. Alors bien sûr que si on s'en approche, on est sur un terrain calcaire dans la Drôme, alors là, on en voit beaucoup plus encore des espèces, y compris en ce qui concerne ce lieu, des tas d'orchidées. Mais en plus, on a donc le délaissé, on a la forêt, on a le bord de route, on a en somme une espèce d'addition comme ça d'éléments du tiers paysage, mais il y a aussi les éléments de culture. Si on voulait faire la somme de la diversité sur la planète, eh bien il faudrait additionner à ces lieux qui sont parfois des lieux de réserve, on peut imaginer que dans le fond c'est une réserve par exemple, à ces lieux qui sont des lieux d'abandon, voilà, comme au milieu, les lieux de la culture, à partir du moment où cette culture n'est pas trop traumatisante et où les sols ne sont pas morts et seulement réservés à une monoculture, mais quand même, on doit y additionner ces espèces-là qui n'existent pas dans la nature. Donc, elles existent tout de même. On les cultive, on les maintient artificiellement. Le lavandin n'existe pas dans la nature en France ni en Europe. Il est une obtention horticole, ainsi que les céréales qui se trouvent à côté. Donc, si vous voulez, cette image-là, elle résume cette question de la diversité qui représente quelque chose qui est notre trésor, si vous voulez, d'un point de vue biologique, et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dont nous dépendons. C'est ça, je crois, notre jardin planétaire. Je vous remercie.